Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je vous emmène comme chaque semaine à la rencontre d'un nouvel invité. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, ici sur cette chaîne, je vais à la rencontre de plein de personnalités qui m'inspirent, des personnalités remarquables, ça peut être des scientifiques, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être comme c'est le cas ici des professeurs, des personnalités qui dans tout leur domaine sont parmi les meilleurs au monde et qui vont nous apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et l'invité du jour ne déroge pas à la règle. Je pense d'ailleurs que certains d'entre vous doivent le connaître parce qu'il est très présent sur YouTube. Son nom, c'est Victor Ferry. Victor Ferry, vous savez, l'homme de la rhétorique, l'homme qui sait analyser les débats, qui sait persuader, parce que l'art oratoire, c'est tellement important. Victor Ferry nous apprend dans cet épisode à manier l'art des mots. Comment communiquer, comment persuader, comment convaincre. Quelle est d'ailleurs la différence entre convaincre et persuader? Est-ce que la rhétorique, c'est de la manipulation? Aussi des clés sur justement l'art de la rhétorique, comment réussir à développer ses compétences, ses capacités pour bien s'exprimer, pour bien réussir à faire passer des messages, donner de l'émotion, en susciter. On a parlé de tout ça dans cet épisode, mais pas que, également du parcours de Victor qui a quand même fait un 180 total entre sa vie de professeur, puis ensuite son métier maintenant d'entrepreneur, YouTuber. On a même parlé de son business model et je remercie d'ailleurs Victor qui a été hyper transparent à ce sujet. Bref, un épisode haut en couleur où je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas, si jamais cet épisode vous plaît, à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir, à le diffuser, mais aussi à en parler à Victor. Taguez-le dans les commentaires ou allez lui envoyer un petit mot sur YouTube, je suis sûre qu'il sera ravi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Victor Ferry. Salut Victor, enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Enchanté Pauline, merci pour l'invitation. Eh ben, je suis honorée et je suis surtout surexcitée. J'ai plein de questions. J'ai beaucoup trop de questions, tu vois. J'ai une feuille devant moi, là, pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Et du coup, je ne sais pas si on va réussir à terminer cette interview en 1 heure. J'ai le temps. Ouais. Écoute, si ça te va, Victor, je me suis dit qu'un truc assez rigolo, ça serait qu'on commence par les idées reçues sur la rhétorique et l'art oratoire. Je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ça parce que tu as dû voir passer un certain nombre de choses. Et donc, je me suis fait ma petite liste et j'avais assez envie que je joue le rôle de l'avocat du diable d'une certaine manière. Parfait. Et que tu réponds. Alors, la première qui revient tout le temps, c'est que on peut se dire que la rhétorique, l'art oratoire, c'est intellectuellement intéressant, mais en fait c'est que de la forme. C'est pas très utile pour la vie quotidienne. C'est quelque chose qui n'est pas un truc utile pour nous gens lambda, on va dire, quand on n'est pas conférencier, quand on n'est pas homme politique. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui te disent ce genre de choses? Et j'imagine que c'est assez fréquent. Il y a 2 choses dans ce que tu as dit. Il y a le côté c'est inutile pour la plupart des gens, et ça la réponse est assez simple, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on est quand même l'animal qui parle, il faut se rappeler de ça. C'est un petit peu la différence entre les abeilles qui communiquent un petit peu en dansant ou les chiens qui communiquent en aboyant. On a quand même développé cet outil qui nous permet de partager des idées complexes. Et s'il y a bien une spécificité de l'homme, c'est autour de ça. C'est autour du fait qu'on a un langage qui nous permet d'accomplir de grandes choses. Donc tout ce que vous avez fait au cours de votre carrière, il y a une partie qui vient du fait que vous avez développé des connaissances et des compétences qui sont utiles, mais l'autre grande partie, c'est que vous avez été capable de les valoriser. Et donc pour tout le monde, la rhétorique, c'est un outil qui permet d'augmenter notre valeur perçue par le discours. Donc pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est utile. L'autre chose que qu'il y avait dans ta question, c'était est-ce que c'est pas que de la forme? Et il y a 2 manières d'y répondre, c'est que la forme, c'est important. Parce que surtout aujourd'hui, en fait, où on est saturé de discours et d'informations, la manière dont on va les présenter va souvent faire la différence par rapport à l'originalité des idées. Mais si on regarde plus précisément ce qu'il y a dans la matière, dans la théorie rhétorique, la toute première des choses qu'on doit apprendre en rhétorique, c'est ce qu'on appelle l'invention. Et l'invention, c'est précisément muscler son cerveau pour être capable de produire des idées et d'être capable de les défendre à l'aide d'arguments solides. Et donc l'invention, c'est des choses assez drôles. Par exemple, lister les évidences de votre domaine. Moi, si je prends les évidences au sein de mon domaine, on va avoir des choses du type la manipulation, c'est mal. Et si on commence à se dire, et si je prenais le contre-pied de ça pour me demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de se dire que la manipulation, c'est bien, ou alors que c'est surcoté,
on débouche sur des choses qui sont intéressantes. Et donc ça, ces petites mécaniques de prendre les évidences à revers, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour produire de nouvelles idées, mais il y en a plein. Mais donc la première chose qu'on apprend en rhétorique, c'est ça. C'est des petites gymnastiques intellectuelles qui permettent d'abord de produire des idées, et une fois qu'on a produit une idée originale, de l'assumer et de trouver des arguments pour la défendre. Alors, tu vas voir, je vais partir dans tous les sens, c'est mon style. Je suis obligée de te poser la question quand tu me dis ça. Est-ce que la rhétorique et le fait d'avoir peut-être forcé à prendre le contre-pied sur certains aspects t'a fait changer d'avis? Est-ce que ça t'est déjà arrivé parce que t'as travaillé un sujet et que tu t'es dit, typiquement, la manipulation, en fait, ça peut être bien parce que tu devais, dans un cadre rhétorique, tu vas le travailler. Et finalement, tu t'es auto-convaincu, d'une certaine manière. Je pense que c'est pas ça la fonction. Il me semble que les valeurs qu'on a, et d'ailleurs il y a des études qui s'intéressent à ça, sur le fait que les valeurs qu'on a sont en grande partie héritées, et que c'est quelque chose qui est presque génétique, donc on peut pas vraiment jouer avec ça. Donc il va y avoir des gens qui vont avoir une certaine sensibilité, d'autres qui vont en avoir une autre. D'ailleurs, en gros, c'est sensibilité de gauche, ça va être des choses, on va être sensible à tout ce qui est le soin, à tout ce qui est la justice, l'égalité. Sensibilité de droite, c'est qu'on va être plutôt sensible à des choses comme la loyauté, la hiérarchie, le sacré. Donc c'est assez bien organisé, et avec ça on peut pas tellement jouer. Même si de temps en temps on peut avoir une opinion, on va se dire tiens, c'est pas tout à fait idiot ça, il y a quand même une inertie qui fait qu'on va rester nous-mêmes. Donc c'est pas tellement le fait que ça fait changer d'avis ou d'identité. Par contre, ça fait changer de point de vue. C'est ça qui est utile. C'est que quand on fait cet effort d'être capable de réaliser ça, que sur tout sujet non trivial, il va y avoir deux points de vue qui sont tout aussi argumentés et défendables, ça permet de moins être surpris. Et donc c'est ça la fonction de ces exercices, c'est que on se retrouve pas complètement désarçonné parce qu'on se disait mais je pensais pas que c'était possible de penser comme ça. Donc, c'est ça la fonction, c'est de pas se retrouver bouche bée face à une position qui nous paraît tellement loin de nous qu'elle est absurde. Donc tu trouves que finalement la rhétorique permet, et c'est un peu on va dire une méthode dialectique, mais de se mettre à la place de l'autre, et donc même si t'es pas d'accord avec le point de vue, au moins de plus l'écouter et l'entendre? Ouais, c'était vital. La fonction de la rhétorique à l'origine, c'est ça, parce qu'il faut bien réaliser que la rhétorique est née dans un contexte où bien savoir parler en public, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Socrate est mort parce qu'il a perdu son procès, parce que des concitoyens l'ont attaqué en justice, parce qu'ils étaient agacés du fait qu'ils étaient tous en train de questionner leurs évidences, et ils l'ont attaqué en justice, et Socrate a perdu son procès, il est mort. Et donc on pouvait très bien se retrouver dans une situation où un voisin nous attaquait en justice, et si on n'était pas capable de bien se défendre avec de bons arguments, à la fin, le public votait. Il n'y avait pas de juge, pas de cour d'appel, c'était vote à main levée et sanction immédiate. Donc, il faut se rendre compte que dans un contexte comme ça, si on n'était pas bien formé à être capable d'anticiper les arguments des autres, on pouvait se faire avoir. Donc là, c'est pas tellement une fonction pour l'empathie. Aujourd'hui, je serais tenté d'enseigner la rhétorique pour développer la compétence à l'empathie, mais à l'origine, c'est plus une question d'être capable d'anticiper les attaques et pour mieux pouvoir les réfuter. Mais tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait remplir justement cette fonction d'empathie? Je pense aussi, à des personnes qui pourraient avoir envie de se former en se disant, justement, pourquoi finalement me former? T'as répondu quand même à cette question en disant, dans votre quotidien, c'est hyper utile de savoir persuader, mais ça peut être aussi finalement, et ça c'est un peu paradoxal, un meilleur moyen d'écouter. Je suis ambigu par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est comme ça que je l'ai enseigné à l'école. J'ai fait pas mal donc avant d'intervenir dans les entreprises, je suis beaucoup intervenu dans les classes de différents niveaux, et je faisais avec les élèves des exercices qu'on appelle notamment la prosopopée. Et la prosopopée, c'est faire un discours depuis un autre point de vue que le nôtre. Ouais. Du type, quel serait le discours de la ville d'Athènes si elle était assiégée? Que dirait le soleil aux humains? Ou des choses du type, que dirait une mère à son fils qui part à la guerre? Et donc j'ai pas mal utilisé cet exercice pour faire des choses du type, faites le discours d'un garçon de votre classe qui se fait harceler, ou faites le discours de votre professeur après une dure journée. Et donc ça permet effectivement de se projeter dans une autre sensibilité. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, ça je pense que tu le sais si t'as étudié un peu les sujets business, c'est que l'empathie, c'est pas quelque chose qui paye énormément. Tu te rends compte que c'est souvent les gens qui sont capables de mieux faire passer leur intérêt avant celui des autres, de se laisser assez peu affecter par l'impact de leurs décisions, qui montent le plus. Donc
t'as toujours cette ambiguïté du fait, tu sais que c'est bien moralement de pousser les gens à avoir plus d'empathie, et d'un autre côté, tu sais que c'est comme si tu désarmais les gens. Parce que si t'es tout le temps en train de faire passer les intérêts des autres ou les besoins des autres avant les tiens, tu vas pas avancer beaucoup. Donc je le considérerais comme un des outils dont on dispose, et après à nous de savoir si on veut l'utiliser de façon stratégique ou pour pouvoir créer du lien. Parce que toi, tu as observé quand tu enseignais justement que ce trop-plein d'empathie, il avait pu poser problème à tes élèves, par exemple? C'est pas tellement ça, c'est plus qu'à la base, tu vas avoir des personnalités qui ont plus cette dimension empathique et d'autres qui l'ont moins. Et l'objectif, ça va être de parvenir à corriger un petit peu ça. Et effectivement, tu as le bully de la classe, il a besoin de faire ce genre de choses, il va falloir surveiller. Mais tu sens dans les échanges entre les élèves que après, quand tu passes à des exercices de controverse, bah celui qui a moins d'empathie est plus fort, il est plus applaudi par la classe parce qu'il va oser aller un peu plus loin que les autres, etc. Donc je pense que c'est plus une question de dosage. C'est les gens ont besoin de faire un travail d'introspection, de se demander quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et puis de pouvoir s'aligner avec ça. Hyper clair. Si on revient au sujet des idées reçues, un autre sujet alors qui est paradoxal, c'est que souvent la rhétorique est perçue comme dangereuse parce que justement en fait elle peut donner le pouvoir à quelqu'un qui est bon, qui s'est exercé, qui a du talent pour faire passer des idées qui ne sont pas toujours bonnes. Alors on pense bien sûr à Hitler, etc. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a plusieurs choses. Donc on va attaquer direct le point Godwin de front. Donc oui, mais c'est la rhétorique qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Moi, ce que je vois quand je vois le système d'Hitler, je vois surtout un organe de propagande. Je vois des milices. Je vois un système de terreur. Donc là, c'est pas la rhétorique qui est responsable du fait que Hitler a pu dominer le pays. Il y a vraiment un système. Et je pense que le système est plus important que la rhétorique. Après, on peut me dire, oui, c'est grâce à ces rhétoriques qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc là, on se retrouve à quelque chose, mais il y avait qui en face? Enfin, c'est ça l'idée aussi. C'est que qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, il y a certaines personnes qui sont capables de galvaniser les foules, de faire passer leurs idées avant celles des autres. On va faire quoi? On va mettre une taxe, on va réglementer pour que les personnes n'aient pas le droit d'employer telle ou telle stratégie. C'est illusoire. Donc pour moi, le point, c'est que on doit être capable de s'opposer le plus efficacement possible quand on sent que des personnes sont en train de prendre le pouvoir avec des idées qui nous desservent, avec des idées qui vont pas dans notre sens. D'ailleurs, ça j'en parle dans mon livre, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Gandhi a écrit des lettres à Hitler pour le dissuader de mener son projet. Pourquoi ? Parce que Gandhi, c'est quelqu'un qui avait lu Mein Kampf. Gandhi, c'est quelqu'un qui avait lui aussi créé un manifeste. Et si Gandhi était attentif au fait que Hitler pouvait être un grand danger, c'est parce qu'il avait lu ses discours et parce qu'il avait des contre-discours. Alors après, l'histoire fait que, enfin, disons qu'à court terme, Hitler a gagné, mais je pense qu'à long terme, c'est plus Gandhi qui est retenu par l'histoire. Mais il faut se dire que la solution, c'est ça. La solution, c'est être capable de développer une pensée, être capable de la poser sur le papier et être capable de la diffuser efficacement si on sent que le monde prend une direction qui est inquiétante. C'est la seule solution. Tous les trucs du type on va essayer de réglementer l'espace de discours, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Les idées les plus dangereuses trouvent toujours une idée pour ressortir. Donc, je pense que la chose la plus raisonnable à faire, c'est de se former pour être à la hauteur. Se documenter et contre-attaquer. Mmh. Victor, tu as utilisé le mot manipulation tout à l'heure et je pense qu'il est souvent dans l'inconscient des gens lié justement à la rhétorique. Donc peut-être déjà en quoi est-ce que la rhétorique est ou n'est pas de la manipulation. Et puis je trouve que souvent il y a un jugement moral du coup sur tout ça. Et tu l'as dit d'ailleurs, tu as dit la manipulation c'est mal. Et puis le contre-pied c'est de dire que c'est bien, mais qui paraît complètement, faux pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu pourrais me élaborer là-dessus? Quel est ton point de vue? Est-ce que la rhétorique c'est de la manipulation? Est-ce que la manipulation c'est mal ou pas? Ouais, je pense que c'est bien de commencer par où se situe l'éthique dans la rhétorique. En fait, quand on se forme à la rhétorique, il y a trois outils de base. Il y a effectivement le logos, donc à savoir la manière dont on est capable de produire des idées, de les structurer dans un discours, de produire des arguments convaincants. Il y a le pathos. Le pathos, ça vient du fait qu'il faut distinguer convaincre et persuader.
Convaincre, c'est le fait de changer l'opinion. Persuader, c'est le fait de disposer à agir. Et on peut se retrouver dans une situation où une personne se dit je suis d'accord avec toi mais n'agit pas en conséquence. La persuasion et l'émotion, c'est ce qui permet que les pensées débouchent sur des actes. Ça, c'est le pathos. Et finalement, on a l'éthos. Et l'éthos, c'est l'image que l'orateur donne de lui-même. Et donc, la dimension éthique de la rhétorique, c'est ça. C'est que si vous construisez pas, discours après discours, l'image de quelqu'un en qui il est raisonnable d'avoir confiance, et Aristote définit ça, les personnes en qui on a confiance sont vertueuses, elles sont bienveillantes et elles sont compétentes. La vertu, c'est notamment le fait d'être capable d'aligner son discours et ses actes. C'est ça qu'on peut exiger d'un orateur. Et d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, les politiques font souvent ça, vous avez dit ça, mais vous avez fait ça, donc il y a un problème. Immédiatement, l'image en prend un coup. Donc, l'éthique en rhétorique, c'est ça. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous en tenir à un certain comportement, discours après discours, vous allez perdre en efficacité. Parce que vous allez sentir l'arnaque à des kilomètres. Maintenant, si on en revient à la manipulation, la manipulation, c'est pas que c'est mal, c'est que ça peut être très nuisible pour l'éthos. Et donc c'est pour ça que je considère qu'il faut avoir une définition claire de ce qu'est la manipulation. La manipulation, on peut se la représenter comme un manque d'alignement entre nos objectifs et ceux du public. C'est-à-dire que je vais faire un discours et mon objectif n'est pas aligné avec celui des gens auxquels je m'adresse. La manipulation, c'est avoir un agenda caché. C'est j'ai envie de vous emmener là, je prétends que c'est pour telle raison, mais en vérité, mon objectif, c'est ça. Et donc, on s'éloigne de la manipulation quand on est clair sur notre intérêt et sur celui du public. Ils sont pas forcément alignés. Donc, typiquement, quand on vend un produit, notre objectif, c'est de gagner de l'argent. Le public ne gagne pas de l'argent avec le produit. Par contre, si on sait que le produit est nocif, là, ça va être de la manipulation. Alors que si on a vraiment fait l'effort de s'assurer que le produit qu'on mettait sur le marché était un bon produit, bah là, on n'a pas les mêmes intérêts, mais au moins, on sait qu'on n'est pas en train de pousser les gens à faire quelque chose de nuisible pour eux, alors que ça nous sert. C'est ça la manipulation. C'est quand Pardon, je suis désolée, mais juste pour bien comprendre, ce que tu dis, c'est que si jamais quelqu'un essaye de vendre quelque chose, mais que c'est clair pour tout le monde qu'il est dans une phase où il essaye de persuader quelqu'un d'acheter, c'est pas de la manipulation parce qu'en fait, les intérêts sont peut-être pas alignés, mais au moins c'est clairement dit, il n'y a pas d'intention cachée, il n'y a pas d'agenda caché. C'est ça. Pour moi, la manipulation, c'est ça. C'est il y a deux critères. C'est mieux d'avoir tes intérêts qui sont alignés avec le public, mais au moins, il ne faut pas avoir d'agenda caché. Donc c'est là qu'on rentre dans la manipulation. Et c'est des choses, encore une fois, qui peuvent marcher à court terme, mais sur le long terme, c'est une erreur parce que c'est très nuisible pour l'éthos. Il y a une chose que j'ajoute là-dessus, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup se prendre le chou avec des réflexions philosophiques sur la manipulation. Le premier problème qu'ont les gens, c'est qu'ils sont pas efficaces. Et donc, avant de se dire, il faut que je fasse attention, mon discours va devenir une arme blanche, etc. Non, votre premier problème, c'est que les gens vous écoutent pas assez, et quand ils vous écoutent, vous gardez pas leur attention, et si vous gardez leur attention, vous n'arrivez pas à les pousser à passer à l'action. C'est ça les premiers problèmes qu'ont les gens. La réflexion sur la manipulation, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est plus un sujet philo que rhétorique. Ouais. Une dernière question sur les idées reçues, qui moi me tient à cœur, je t'avoue, c'est la question de l'honnêteté. Et en fait, ça va un petit peu faire un lien avec ce qu'on se dit là sur la manipulation. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, et là c'est plus personnel ce que je te dis, qu'en fait, au final, les très très bons orateurs ou rhéteurs, dans le temps, sont des gens qui font un effort justement d'honnêteté, intellectuelle notamment, et donc aussi de connaissance de soi, parce qu'en fait, dans le long terme, c'est ce que t'arrêtes pas de dire d'ailleurs sur ta chaîne YouTube, si jamais tu t'es en contradiction avec toi-même, bah ça finit par se voir, ça ne marche pas, et donc tu perds ta légitimité, et donc finalement ton argumentaire, il tient plus debout, quoi. Et donc d'une certaine manière, le fait d'avoir cette droiture et cette honnêteté intellectuelle, elle est assez essentielle, ce qui paraît complètement paradoxal, parce qu'on se dit tout le temps que justement l'orateur, il est manipulateur, il essaie de finasser, etc. Oui, mais donc Aristote le disait, hein, l'éthos, c'est la plus importante de toutes les preuves. Et après, il faut arriver à déplier ça. Je pense qu'il y a une autre chose qui est commune aux grands orateurs, c'est que c'est des gens qui écrivent. Et le fait d'écrire, ça permet de savoir qui on est. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se projettent dans la vie comme des girouettes. Donc c'est difficile d'être aligné si on n'a pas fait ce travail pour se connaître. Donc pour moi, une des étapes préalables
pour prendre la parole en public, c'est d'avoir posé nos grands principes sur le papier. Et moi, j'ai certains grands principes et je m'y tiens. C'est un bon discours, ça emmène les gens de l'ombre à la lumière, c'est des choses comme ça. C'est quand je fais des vidéos, c'est pas des vidéos de blâme. Je suis pas en train de créer une connivence avec mon public pour leur dire regardez comme on est plus malin que ces orateurs. Le message de toutes mes vidéos, c'est vous avez vu comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes capable d'en faire autant? C'est ça le message. Et ça, c'est parce que j'ai voulu mettre ça sur le papier, de me dire, je veux pas être cet orateur qui fait croire au public qu'ils sont plus intelligents que les gens que j'analyse. Donc il faut avoir ces grands principes sur le papier. Ces grands principes, c'est certaines lignes rouges qu'on se tient à ne pas franchir discours après discours. Et donc c'est ça qui fait qu'on devient de grands orateurs. Et donc si tu prends les De Gaulle, les Churchill, qu'on peut considérer comme de grands orateurs, ils ont écrit des livres avec leurs pensées sur le papier. Donc et puis ils avaient des valeurs très claires. Oui, donc pour moi c'est le plus important. Est-ce que Victor, t'accepterais, c'est un peu personnel, donc si tu veux pas, y a pas de souci, mais t'accepterais de nous partager un peu plus justement les valeurs qui comptent pour toi, ou en tout cas celles que t'essayes de transmettre au travers de ta chaîne, de ton livre, enfin de tous les contenus que tu crées? C'est beaucoup des choses autour de ça. Hein. C'est beaucoup des choses autour du fait que il faut passer plus de temps à parler des choses qu'on apprécie qu'à parler des choses qu'on déteste. C'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque où je donnais des formations un peu partout en Belgique et notamment dans des coins un peu reculés. Une fois, j'avais donné une formation dans une école. C'est l'équivalent de STAPS. Donc c'est des élèves qui se forment pour devenir profs de sport. Et c'était autant à Bruxelles, c'était très homogène culturellement dans le sens où j'allais que dans des classes avec des Marocains. Autant là, c'était des classes avec que des blancs. Et les discours les discours sur lesquels ils voulaient parler, c'était des choses du type on veut nous voler Noël. C'était ça à l'époque, les choses qui leur faisaient peur, c'est qu'il y avait beaucoup de choses. Le marché de Noël avait été renommé plaisir d'hiver pour être plus inclusif. On avait fait disparaître Saint-Nicolas parce que Saint-Nicolas était souvent accompagné d'un père fouettard qui était noir, etc. Donc il y avait beaucoup de discours autour du fait que on veut nous voler Noël, et ça débouchait souvent sur des discours de haine. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est mais pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Pourquoi est-ce que, au lieu de passer tout votre temps à parler des gens qui, selon vous, sont en train de vous voler Noël, pourquoi est-ce que vous auriez pas envie de convertir un maximum de gens à la joie de Noël? Donc, pourquoi c'est bien Noël pour vous? Et donc, quand on commence à pousser les gens à réfléchir comme ça, du type, Noël c'est bien parce que c'est la famille, parce que c'est les amis, parce que j'aime bien les cadeaux, parce que j'aime bien les couleurs. Là, on tombe sur quelque chose qui est intéressant, c'est que on devrait passer beaucoup plus de temps à prendre la parole en public pour essayer de diffuser les choses qu'on aime, plutôt que de s'acharner sur des ennemis réels ou supposés. Donc ça, pour moi, c'est un grand principe. Et surtout quand on crée du contenu sur Internet, je dois régulièrement me battre avec mon public pour leur dire mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? C'est quoi l'intérêt de prendre sur votre temps pour puis des fois des discours sophistiqués pour dire à quel point ils ont la haine de telle ou telle personne. Et pour moi, c'est vraiment il y a un changement à faire. Donc premier grand principe, c'est parler plus souvent des choses que vous aimez que des choses que vous détestez. Et puis arrêtez d'être des spectateurs passifs. C'est la première chose à faire. Si vous avez l'impression qu'une personne diffuse des idées que vous trouvez désagréables, mais devenez bon et c'est vous qu'on va écouter. Écoute, hyper inspirant. C'est drôle parce que tu vois, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec le podcast, de mettre en avant des personnalités que j'admire, qui m'inspirent. Parce que j'avoue qu'à force de regarder les médias notamment, on se dit souvent qu'en fait on n'entend que des mauvaises nouvelles. Donc avoir de temps en temps un petit peu de beau et de bien, ça fait quand même bien plaisir. Il y a un problème supplémentaire là-dessus, et vu que c'est une émission de rhétorique, je pense que ça vaut la peine de l'aborder. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la plupart des orateurs qui émergent, et j'en ai analysé beaucoup sur ma chaîne, ce sont des orateurs qui ont des discours qui nous font passer un moment désagréable. Sont des discours qui nous choquent, qui nous hérissent. Et là, il y a vraiment une différence fondamentale entre la rhétorique contemporaine et la rhétorique antique, c'est que aujourd'hui, si tu veux faire un cours de rhétorique honnête, efficace, tu dois apprendre aux gens comment capter et maintenir l'attention.
C'est ça les compétences fondamentales. Et c'est lié non seulement au fait qu'il y a un biais de négativité, il y a des algorithmes qui récompensent le clic sans trop de regard pour la qualité du contenu, alors que quand tu lis un discours antique, si vous voulez lire des discours antiques, tapez sur Google Canon alexandrin. Canon alexandrin, c'est le top orateur de l'Antiquité. Donc ça va vous donner, selon les auteurs du 1er siècle, les plus grands orateurs qui les ont précédés, c'est Lysias, c'est Démosthène. Et donc quand on lit ces discours, il y a quelque chose qui nous frappe immédiatement, c'est la considération que les gens ont leur public. Et la considération que les gens ont leur public, ça se manifeste par certaines choses du type, le discours est construit. Il y a un véritable chemin intellectuel. On prend le temps de prendre la main du public pour pouvoir l'intéresser au sujet. On va ensuite s'assurer que nos discours soient appuyés sur des preuves solides, parce qu'on respecte l'intelligence du public. Ensuite, on va l'accompagner vers la délibération. Et pourquoi on les respecte ? Parce que à la fin, le public prend une décision. Donc le public sont acteurs, ce sont des pairs. Alors que le public aujourd'hui, on ne s'adresse à lui quand que c'est des gens qui sont là pour cliquer. Donc on s'en fiche en fait, on n'a pas besoin de les respecter, on n'a pas besoin de les prendre pour quelque chose de plus que juste un doigt qui va cliquer. Et donc c'est pour ça qu'on va beaucoup plus régulièrement taper sur leur passion triste et c'est comme ça qu'on se retrouve à consommer beaucoup de contenu qui nous énerve, qui nous agace, avec des gens qui nous respectent pas. Et il faut changer ça. Et la manière dont on change ça, c'est en enlevant le bruit, en se focalisant sur un domaine du savoir qui nous passionne, et une fois qu'on a des choses à apporter au monde, là on commence à se former à la rhétorique et à diffuser ça, mais la base, c'est d'avoir une expertise dans un domaine particulier. Et donc ce contraste est frappant. Un orateur antique se permettrait jamais d'être aussi vulgaire que qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais, et puis de parler de choses aussi qui sont assez peu maîtrisées. Si on change de topic, de sujet, Victor, j'aimerais, même si je veux respecter bien sûr ta vie personnelle, apprendre à te connaître un peu mieux. Et si tu l'acceptes, je veux bien que tu me parles plus du petit Victor, de comment était ta famille, ton enfance, où t'as grandi, pour qu'on comprenne, pour t'expliquer le fond de ma pensée, en fait, comment est-ce que d'une certaine manière, on se met à s'intéresser à la rhétorique et donc comprendre si c'est que t'es né dans une famille où en fait c'était quelque chose qui était déjà là, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'était déjà là parce que j'ai grandi en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai grandi dans un coin craignos, mais avec des parents qui étaient intellectuels, tu sais. J'ai grandi à Mantes-la-Jolie, donc c'est vraiment la banlieue parisienne, pas très sympa. Et j'ai fait mes classes là dans le public, donc ça veut dire que j'ai vraiment, je vois ce que c'est la banlieue, quoi. Et mes parents ont des professions intellectuelles. Mon père est professeur et ma mère est psy. Donc j'avais ce contraste entre un milieu scolaire où tu sais je me souviens de trucs où quand les gens te demandent t'écoutes quoi comme musique, mon père il écoutait les variations de Goldberg, on écoutait on écoutait de la musique, et quand tu dis j'écoute de la musique classique, les gens se rigolent, quoi. Ils disent ouais mais non, faut écouter du rap, du rail, etc. Pourquoi t'aimes ça ? Parce que c'est bien écrit. Les gens te répondent mais il y a pas de parole. Enfin tu vois, c'est vraiment un contraste assez important. Et donc j'avais ce contraste entre un collège et un lycée où tu dois essayer de survivre parce que déjà t'es blanc et c'était pas le délire, et tu viens d'un milieu qui est plutôt bourgeois. Et donc à côté de ça, mes parents essayaient toujours de nous hisser, de nous emmener au musée, de nous dire mais il y a autre chose, un jour vous allez sortir de là, il y aura une autre vie. Et donc c'est pour ça que j'ai pu être intéressé à des choses du type la littérature, la culture, la musique, et donc je suis allé vers des études plus généralistes, et que j'avais la capacité de le faire. Après, pourquoi la rhétorique ? En fait, moi, j'étais passionné par le monde des idées, et je pense que je me suis réfugié dans le monde des idées parce que ce que j'avais autour de moi était vraiment désagréable. Ça craignait, hein, vraiment. Tu sais, t'avais c'était un univers un peu carcéral, tu sais, où dans la cour de récré, tu vas avoir des cercles
qui se forment, et si tu passes dans le cercle, les gens te sautent dessus pour te taper, tu vois. Enfin, des trucs délirants. Et donc tu grandis là-dedans. Et moi, je me réfugiais dans j'aimais beaucoup Balzac, tu sais, les histoires de quelqu'un qui part de loin et qui va à la ville et qui essaie de percer comme journaliste ou comme écrivain. Ça me parlait. Et donc je me représentais, un jour tu vas diffuser des idées. Et je savais pas quelle forme ça allait avoir. Je me disais, mais c'est quoi en fait? C'est la politique, c'est être prof, j'en sais rien. Et donc j'ai réussi à surfer comme ça dans la première partie de mes études. J'étais un élève moyen, mais qui s'en sortait. Après, j'ai fait une licence d'histoire parce que je me disais, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais ça ferme pas de porte. T'avais pas de vocation à l'époque, c'est-à-dire que tu savais pas ce que tu voulais faire. Non, je savais pas ce que je voulais faire. Tu voulais juste en sortir, quoi, et partir de là, en gros. Ouais, beaucoup ça. Et donc la licence d'histoire, ça s'est bien passé, mais je sentais que je voulais pas être prof. Et après, je suis allé en Belgique pour faire une formation plus interdisciplinaire, parce que je me disais, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est la politique et la science politique. Donc j'ai pris une formation avec à la fois du droit, de la science politique, de l'histoire, de l'économie. Et dans cette formation, j'avais un cours de rhétorique. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui t'intéresse, parce que là t'es vraiment à la croisée du monde littéraire, parce que un bon discours, c'est un discours qui se rapproche de la littérature, et d'un autre côté, la finalité, c'est pas juste que ce soit joli, c'est que ça ait un impact. Donc j'ai eu une rencontre avec un professeur qui s'appelle Emmanuel Damblon. C'est une dame qui a ensuite dirigé ma thèse, et on s'est bien entendu, parce que pour faire une thèse, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait mon mémoire avec elle, et au bout d'un moment, si tu veux faire une thèse, il faut que ton directeur se dise, bah, je crois en toi, et donc je vais déposer un dossier pour que tu puisses passer à l'étape suivante. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on s'est bien entendu, et une fois qu'on commence à travailler sur un sujet qui nous plaît, on redouble d'efforts. Et donc je suis passé d'un élève moyen à major de promo, parce que je voulais vraiment travailler dur, parce que pour le coup, ça me passionnait, c'était bien aligné. Et après, il y a eu toute une suite du parcours où, c'est compliqué pour déposer des autres dossiers. Il faut publier des articles, et donc j'ai eu une période où j'ai trouvé un job pour pouvoir où je travaillais le jour et je publiais et je travaillais le soir pour avoir pour avoir les meilleures notes possibles et pour avoir le meilleur dossier possible. Et après, je suis rentré dans la carrière universitaire. J'y ai passé 10 ans. Et après, nouvelle transition vers l'entrepreneuriat. On va en parler aussi. Juste pour terminer sur le sujet de cette découverte de la rhétorique, est-ce que tu penses que ton passé, et notamment peut-être la volonté de prendre une revanche vis-à-vis de personnes qui étaient pas agressives, mais voilà, qui étaient difficiles, tu l'as dit, c'est quelque chose qui a joué justement dans ta fascination pour la rhétorique, parce que finalement, c'est un peu aussi une manière de se battre, mais verbalement quand même, la rhétorique. Se battre pour ses idées, faire avancer les choses. Est-ce que tu penses que ça a contribué, ou en fait je me tape un délire métaphysique et en fait pas du tout? Je sais pas, mais il y a des choses autour de il y a des choses autour de l'orgueil qui est un moteur en fait chez moi, beaucoup, du type vous m'avez sous-estimé, vous allez voir. Et je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est parce que je peux pas dire que j'étais une victime, tu vois, au collège et au lycée, c'est juste que tu te bats, c'est régulièrement tu dois te battre, donc c'était pas tellement un sujet du type je veux prendre une revanche parce que les coups que je devais mettre, je les ai mis à l'époque. C'est plus j'ai toujours senti le décalage en fait que t'es censé avec la famille, une famille qui a un niveau normal, t'es censé être au top. Tu pars de vraiment très très bas. Après, je l'ai senti quand j'ai fait la transition de Mantes-la-Jolie à Paris, où tu te retrouves vraiment avec pour le coup des gens qui sont c'est un télo riche, alors que nous c'était plutôt un télo pauvre. Et donc tu vois la différence. Et là effectivement, je me disais mais pourquoi je suis pas au top du top? Il y a aucune raison. Et je sais pas, j'ai toujours eu envie de travailler dur pour pouvoir être en haut, mais je sais pas pourquoi. Si je devais réfléchir, c'est juste un de mes drives, quoi. J'ai envie d'aller tout au bout. Parce que quand je le rationalise, je me dis mais tu vois, ça existe pas quelqu'un qui est 10 fois plus intelligent que toi. Tu peux avoir des gens qui sont 10% plus intelligents que toi, 20% plus intelligents que toi, mais 10 fois plus intelligent que toi, ça n'existe pas, alors que tu as des écarts de richesse qui sont de ce niveau-là. Donc c'est pourquoi pas toi, tu sais, je me raconte souvent des choses comme ça, mais je sais pas d'où ça vient.
Ce que je sais, c'est qu'il y a un moment où j'ai dû vraiment combattre toutes les idées, je dirais, socialistes avec lesquelles j'ai grandi. Parce que en fait, quand tu fais tes études en ZEP, tes profs sont d'extrême gauche parce que c'est souvent les seuls qui ont besoin d'aller là. Et donc c'est des gens très bien, mais ça veut dire que les idées que tu as, c'est des idées du type, t'auras pas vraiment de possibilité de t'en sortir en dehors de l'État ou en dehors de la répartition des richesses. Et donc il y a un moment, j'ai dû vraiment me battre contre ça pour pouvoir travailler plus dur, pour pouvoir m'arracher, pour pouvoir devenir entrepreneur. Donc là, je sais que j'ai dû me battre aussi contre ce genre de choses, mais Et quand tu dis se battre contre ce genre de choses, tu veux dire vis-à-vis de toi-même, parce qu'en fait, t'avais été tellement baigné là-dedans que ça t'avait influencé ouais, il y avait une vraie influence parce que je me souviens que il y avait une époque où le job que j'avais trouvé pour payer mes études, c'était de distribuer des flyers dans la rue. Et donc pendant que je faisais ça, j'écoutais je m'étais dit, tu dois apprendre l'anglais si tu veux devenir bon. Et donc j'écoutais la BBC, j'écoutais les podcasts de la BBC, les podcasts ça s'appelait quoi, BBC News, Business Daily, ce genre de choses. Et quand j'écoutais ça, je me souviens que ça me faisait violence parce que je me disais, mais c'est quoi ces mecs, quoi? Il y a pas que le business dans la vie, ils sont complètement fous. Je lisais The Economist aussi, et je me disais, mais c'est qui ces gens? Ils sont complètement flingués. Donc je sais que j'ai eu un vrai conflit pendant un moment pour pouvoir sortir de tu vas être prof et ça suffira, quoi. J'ai dû me dire, mais non, mais il faut que tu comprennes qui sont ces gens qui sont capables de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi faire du business? Donc il y a eu un travail autour de ça, ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait justement que tu décides de quitter la fonction publique, puisque c'est le cas si j'ai bien compris, pour devenir entrepreneur? Est-ce que là aussi tu peux me parler du cheminement mental? C'est que t'as pas le choix. En fait, le monde universitaire, c'est une pyramide, tu vois, où au début tu chopes une bourse pour faire une thèse. Ensuite, il y a un écrémage et tu peux avoir une bourse pour pouvoir être chercheur post-doctorant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu dois à chaque fois, c'est des contrats courts. Donc, tu dois à chaque fois retrouver le petit stage à l'étranger, le petit truc, etc., pour avoir un CV suffisamment important pour pouvoir aspirer au poste de prof. Moi, ce que j'ai pas bien fait pendant ma carrière de chercheur, c'est que j'ai pas du tout fait de networking. Et le networking, c'est quelque chose qui est important. Il faut que tu sois dans les petits papiers, des gens qui sont dans les commissions, etc. Ouais, c'est assez politique en réalité. Absolument. Et moi, je suis très indépendant. Enfin, dans le sens où j'aspire vraiment à ça. Je me planquais pendant les pauses déjeuner pour pouvoir manger tout seul et goûter mes trucs de mon côté. Enfin, c'est vraiment à ce point-là, quoi. J'ai vraiment une grosse difficulté à être dans les cérémonies sociales. Et donc, ce qui fait que je me disais, et c'est con en fait de se dire ça, je me disais, l'excellence va te sauver. Donc ça veut dire que je me mettais dans mon bureau, je bossais à fond pour publier plus que les autres, travailler plus que les autres, faire plus d'horaires que les autres, etc. Donc je me suis construit un bon dossier qui m'a permis ensuite de faire un post-doctorat assez prestigieux à Oxford. Et puis après, j'ai refait un post-doctorat dans mon université. Donc j'ai commencé à créer un gros CV. J'ai rédigé ma thèse en 3 ans. Je l'ai publiée chez un bon éditeur, etc. Donc je me suis vraiment bien débrouillé. Mais à la fin de ce parcours, je me suis retrouvé face aux commissions qui étaient censées déterminer si je pouvais devenir prof titulaire ou pas. Et donc la réponse était, vous avez un bon dossier, mais on a d'autres personnes à faire passer avant. Et ça a coïncidé avec une période où j'allais devenir papa. Et donc c'est vraiment là que j'ai fait un saut supplémentaire dans l'indépendance, en me disant, mais tu peux pas te retrouver dans une situation où ton avenir financier va dépendre d'autres personnes que toi. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à me dire, tu te débrouilles, tu crées quelque chose qui va te permettre de t'en sortir. Et donc là, j'ai dû effectivement me recréer un nouvel environnement intellectuel, et j'ai commencé à écouter des gens qui sont traînés dans la boue par le grand public, mais qui te motivent, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai écouté tous les Oussama Ammar, tous les Gary Vaynerchuk, tous les gens qui te motivent pour te dire, je l'ai fait, tu vas le faire, tu vas créer ton business. Donc, je me suis vraiment créé une bulle de motivation. Je me rappelle très bien, j'étais en train de peindre la chambre de mon futur bébé en bleu avant de la repeindre en rose parce que en fait au début ils nous ont dit c'est un petit garçon et après ils nous ont dit c'est une petite fille
Et j'écoutais des podcasts en boucle pour me dire mais vas-y, tu vas créer un produit, tu vas créer un business, ça va être possible de le faire. Et à côté de ça, j'ai commencé à créer régulièrement du contenu sur YouTube. Et là, ça m'a motivé. S'il y a vraiment c'est là que j'ai trouvé le drive qui est encore celui qui est le mien aujourd'hui. C'est plus personne pourra te dire stop. Et plus personne n'aura le pouvoir de te mettre des barrières dans les roues. Plus personne n'aura la possibilité de te dire sois bien sage, reste ici pour avoir ton chèque. Et après, c'est honnêtement, si j'ai été capable de créer quelque chose, c'est beaucoup aussi grâce au bagage universitaire. Donc je cracherai jamais sur l'université, sur la professeure que j'ai eue. C'est les compétences que tu acquiers quand tu fais une thèse et après quand tu fais de la recherche, c'est fondamental pour être capable après d'avoir un business dans l'infopreneuriat. Non, mais si je me permets une mini-analyse à 2 balles, mais je pense quand même qu'elle est plutôt juste, tu me diras ce que t'en penses, c'est qu'en fait, ce qui a fait aussi ta différenciation, c'est ça. C'est que des gens qui essayent d'être des orateurs à la Gary Vaynerchuk, il y en a beaucoup, qui essayent, ou à la Osama, mais en fait, ce qui a fait ta différence, c'est justement que tu viens d'un milieu universitaire et que tu as justement tout ce bagage qui fait que tu avais quelque chose de très différent à apporter. On sait bien que YouTube, c'est hyper compétitif, mais des professeurs de rhétorique sur YouTube, il y en a quand même pas des masses. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Gary Vaynerchuk, il a son histoire, Osama la sienne, et aussi, du coup, ils ont leur différenciation. Mais toi, clairement, c'est cet équilibre, en fait, assez paradoxal qui fait que t'es aussi différent, et du coup, je pense que ça touche beaucoup de monde. Enfin, je crois. Il me semble avoir lu quelque part, tu me diras si c'est faux, que au moment justement où tu te posais toutes ces questions entrepreneuriales, tu as quand même envisagé d'avoir un job. Et que ça s'est pas très bien passé, si j'ai bien compris, puisque tu avais un CV certainement à rallonge, qui paraissait certainement assez universitaire et théorique, puisqu'il l'était, et donc que d'un point de vue de l'employabilité dans le monde du travail tel qu'il est construit aujourd'hui, c'était difficile. J'aimerais bien qu'on en parle si tu l'acceptes, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent justement, qui peuvent soit venir d'un monde universitaire, soit plus généralement, tu vois, qui ont fait des études littéraires, des choses comme ça, et qui ont du mal à trouver un job, justement parce qu'en fait, ils ne cochent pas les cases. Ouais. Moi, je peux dire 2 choses là-dessus. C'est que c'était désagréable, mais que les gens que j'avais en face de moi avaient raison. Parce que donc ce qui se passait effectivement, c'est que je m'étais dit, t'as un doctorat en rhétorique, t'as écrit beaucoup en rhétorique, etc. T'as moyen de trouver des choses du type relations publiques, marketing, communication dans des boîtes. Et donc j'ai postulé pour ce genre de position et les RH me prenaient un peu de haut, tu sais, du type mais attends, vous avez passé beaucoup trop de temps à l'école, ça. Et en fait ils ont raison. Parce que quelqu'un qui a passé autant de temps à produire des idées, il peut pas prendre un travail, il faut qu'il le crée. Sinon c'est pas possible, t'es beaucoup trop indépendante et je me serais ennuyé. Tu vois, quand ils te le disent, toi tu sais que t'as pas d'argent, quoi, donc t'as vraiment besoin de trouver un boulot. Donc tu te dis mais je serais prêt à faire n'importe quoi, mais eux ils ont raison. T'as pas à être dans une position où tu vas. Et puis eux, ils ont besoin de gens qui sortent d'école avec les bonnes compétences, qui peuvent mettre sur le poste immédiatement, qui vont pouvoir former. Alors que quand t'as été habitué à, parce que la recherche universitaire c'est très indépendant. Hein. C'est toi qui gères c'est toi qui gères tes journées, c'est toi qui gères ce que tu produis. Donc t'es pas du tout habitué à avoir des relations hiérarchiques ou au travail d'équipe. Surtout moi, enfin j'étais travail d'équipe, c'est compliqué. Donc ils avaient raison. Et moi j'aurais beaucoup aimé à cette époque trouver un boulot, très simplement parce que j'avais pas d'argent, mais heureusement que je me suis pris des portes et que j'ai créé mon truc. Et t'as pas eu le choix, donc tu l'as fait. Bah oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis par ailleurs sur l'indépendance du monde universitaire. Et du coup, je fais beaucoup de parallèles en réalité avec le monde universitaire et l'entrepreneuriat. Alors ça peut paraître complètement perché, mais en fait, il y a souvent une liberté de penser, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance. C'est juste qu'en fait, c'est sur un spectre politique qui en général est à l'opposé. Mais en fait, je pense que les gens qui sont chercheurs sont un peu des entrepreneurs et pourraient devenir des entrepreneurs. Faut juste passer de l'idée à l'action, quoi. Oui, j'ai beaucoup vu qu'il y avait quand même une terreur du marché. Il y a vraiment une terreur du marché quand on est dans le monde universitaire parce que alors que pourtant c'est hyper compétitif. Hein. C'est quand tu veux quand tu veux choper les dossiers, quand tu veux avoir les bonnes citations sur tes articles, être publié dans les bonnes revues, c'est une vraie belle compète. Hein. Mais
La transition est difficile. La transition est difficile parce qu'encore une fois, il faut il faut changer de rapport sur le monde, mettre la valeur à un autre niveau parce que quand t'es universitaire, t'as des réflexions du type personne le lira, mais au moins c'est bien. Alors que quand t'es entrepreneur, tu peux pas faire des trucs comme ça. Tu peux pas faire des trucs du type, faut que ça marche. Donc t'as un rapport à l'efficacité qui est tout à fait différent. Donc la transition peut être brutale. Je sais pas si tu le sais, j'aime pas trop parler de moi sur le podcast, mais moi j'ai fait des études littéraires et j'ai fait normal et j'ai fait ensuite du coup, mais j'ai pas été jusqu'à la thèse justement parce que j'avais une frustration, mais c'était insupportable pour moi. C'était quand j'écrivais quelque chose quand j'ai fait mon DEA et en gros j'ai réalisé qu'il y avait littéralement 3 personnes qui allaient le lire. Moi, Ouais. peut-être mon mec ou ma mère, et encore, il n'allait pas le lire en entier, et puis mon prof, et en fait, pour moi, le côté, tu vois, justement, il n'y a pas de résultat, vraiment, c'était insupportable. Et donc, c'est pour ça que j'ai, un peu comme toi, fait un switch à 180 degrés pour devenir entrepreneur. Mais je trouve qu'en réalité, il y a beaucoup de liens, comme je le disais, c'est juste que c'est un état d'esprit qui est assez différent. Ouais, tout à fait. Toi qui es entrepreneur maintenant, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Quels sont les plus gros challenges que tu as pu vivre depuis que tu as créé la boîte? Ça fait combien de temps officiellement que maintenant tu as ton compte? Ça fait longtemps. Je sais pas si c'est 6-7 ans. 6-7 ans. 6-7 ans peut-être. Faudrait que je regarde dans les statuts. Mais en fait, j'ai commencé à me rapprocher de quelque chose d'indépendant pendant mon post-doctorat. Parce que j'avais fait un truc de petit malin, c'est que j'avais besoin de récolter des données pour faire pour certaines de mes études et des données en fait sur les performances d'individus dans certains exercices de rhétorique, faire des comparaisons. Et donc j'avais réussi à faire passer que pour pouvoir récolter ces données, il fallait que je donne des formations professionnelles pour pouvoir avoir des adultes. Et donc en parallèle de mon travail de post-doctorat, j'ai déposé des dossiers pour pouvoir choper des formations continues dans des organismes de formation continue. C'était assez bien rémunéré, et donc j'ai réussi à avoir sur les 2 tableaux, je donne des formations pour pouvoir récolter des données et être payé pour ça, en plus de la bourse que j'avais à l'époque. Donc c'est là que je me suis dit, mais en fait c'est possible d'avoir plusieurs sources de revenus. Pour ce qui est des difficultés, il y a l'administration. Ça c'est un truc, j'ai un bon comptable, hein, mais moi, ça me met des sueurs froides. Enfin, vraiment, hein, c'est nos ennemis, quoi. Vraiment, autant avant, quand tu bosses en entreprise, c'est la hiérarchie, c'est ton patron, mais là, des fois, t'as l'impression de bosser pour l'État, quoi. Donc, c'est assez désagréable. Et puis t'as l'impression qu'il y a une espèce d'opacité qui fait que quand tu comprends pas en fait, et puis t'as l'impression que si tu demandes quelque chose, on va te sortir, on va te sortir 15 trucs que t'avais pas vu, un règlement de machin. Donc ouais, ça pour moi c'est une grosse difficulté d'être à l'aise avec ça. L'autre chose c'est la remise en question permanente quand t'as pas les résultats que tu veux. T'alternes tout le temps en fait entre des moments où où ça cartonne, tu sais pas pourquoi, et des moments où ça marche plus, tu sais pas pourquoi, et alors il faut se réinventer, il faut réfléchir. Et donc le fait de prendre ça comme des périodes positives, très important d'arriver rapidement à se dire mais c'est chouette, t'as surfé sur quelque chose qui marchait pendant un moment, maintenant tu vas trouver le prochain truc. Donc ces moments-là de remise en question peuvent être difficiles. Il y a un autre truc. Donc j'ai 2 petits enfants, donc ça veut dire que j'essaie de les voir un maximum. Donc j'ai des horaires du type, des horaires de papa, 9h, 17h, et des fois il y a des moments où tu te dis, tu perds face à la concurrence, quoi. Les gens qui sont en mode YOLO, j'ai pas d'enfants, pas de vie de famille, je peux faire absolument ce que je veux. Il y a des fois tu te dis quand même. Je pense qu'il faut pas se laisser happer par ça, parce que en vrai, je pense que le temps de travail où on est vraiment productif et efficace, c'est pas extensible à 100%. Donc tu peux être tout à fait compétitif et efficace en travaillant 4, 5, 6 heures par jour, mais en travaillant à fond. Donc
la difficulté, en fait, c'est de se dire, surtout pas rejeter le truc sur ouais, mais ce serait plus facile si t'avais pas d'enfant ou pas de famille, parce que c'est quand même ridicule de se dire ça, et se dire rapidement, non, mais en fait, tu vas réorganiser le temps de travail que t'as pour te focaliser sur ce qui fonctionne le plus et être le plus efficace. Donc, arriver toujours à se blâmer soi et pas les autres. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important quand on est dans ces parcours d'entrepreneur. Prendre la responsabilité. Est-ce que tu acceptes, Victor, avant qu'on passe à mon crible, de parler un peu plus de ton business model, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui se disent, mais en fait, quelqu'un comme Victor, qui est youtubeur, finalement, comment est-ce qu'il gagne de l'argent? Tu sais, pour beaucoup de monde, c'est assez opaque. Et donc là, j'ai un podcast qui est quand même assez business. Je veux pas que tu dises des choses que tu n'as pas envie de dire, mais juste qu'on comprenne en gros concrètement quelles sont tes différentes sources de revenus, comment justement tu as pu travailler ça pour réussir à vivre de cette activité depuis 7 ans maintenant. T'as deux grandes portes d'entrée dans mon business. T'as des gens qui regardent mes vidéos et qui se disent j'ai besoin de ce gars. Donc ça, c'est des gens qui vont me contacter directement par téléphone, par email, soit pour des formations dans leurs entreprises, des formations, séminaires, entreprises, institutions, soit pour du coaching individuel. Donc ça, c'est les gens qui aiment bien ce que je fais, ça fait écho et donc ils me contactent directement. Et sinon, c'est un tunnel classique. Donc ça veut dire que les gens qui veulent en apprendre plus sur la rhétorique peuvent recevoir des articles que j'envoie dans leur boîte mail. Et ces articles partagent des formations qui sont... et donc en général, la manière dont je le fais, c'est que je trouve un thème pour le mois. J'essaie de passer un cap dans cette dimension de la rhétorique, et une fois que j'ai récolté suffisamment de choses, j'ai de la matière pour écrire un article original et pour vendre une formation derrière. Donc donc tu as à la fois du B2B et du B2C. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est la répartition à peu près entre les deux? Tu dirais que c'est 50-50 ou c'est... Non, c'est quand même plus les formations en ligne qui fonctionnent. En fait, les séminaires, en gros, c'est... peut-être une fois tous les 2 mois, je vais donner un séminaire, mais ça fait quand même une grosse rentrée d'argent. Donc c'est comme ça que ça marche. Et à côté, j'ai créé une chaîne YouTube Finance, et là qui commence à prendre un peu d'ampleur. Et sur cette chaîne YouTube Finance, ce qui marche, c'est l'affiliation. Donc le fait de promouvoir certains investissements, de promouvoir un courtier, ce genre de choses, et ça rapporte pas mal, surtout que c'est petit en proportion du chiffre d'affaires, mais ça dégage un vrai gros salaire en fait, la chaîne business. Et j'ai dû créer une autre entreprise associée à cette chaîne business parce que c'est assez différent du premier business model. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est récemment la chose qui a fait la différence, c'est d'apprendre à faire du contenu plus rapidement. Ça m'a beaucoup aidé de commencer à créer du contenu plus rapidement, parce qu'il y a quand même eu un changement dans les algorithmes de YouTube qui font que c'est les chaînes de news qui marchent maintenant, en tout cas dans ma thématique. Donc surtout les news du type je réagis au dernier scandale sans apporter de valeur, tout le monde se fait happer là-dedans. Et moi, ma chaîne YouTube est classée dans cette catégorie-là, mais qui réagit moins vite. Parce que je prends du temps pour faire mes analyses, à faire mon travail, etc. Et donc tu te retrouves en fait à parler d'un sujet qui a été traité 15 fois, et même si tu as fait un travail, en fait ils s'en fichent, les algorithmes. Donc là maintenant je dois réorienter ma création de contenu pour faire quelque chose de beaucoup plus réactif. Mais je pense que je vais être capable de battre les chaînes de news, parce qu'avec mon bagage je suis capable de faire des réactions à chaud et qui apportent de la valeur. Et donc je suis en train de recréer un cycle de création de contenu où ce que je fais, c'est que je me forme un maximum sur ma discipline pour avoir des choses à chaud de plus en plus pertinentes à dire, et tout le travail de fond, la valeur, ça va dans les articles et dans la formation. Hyper intéressant de voir justement que, entre guillemets, même toi, tu te réinventes et que tu t'adaptes hyper rapidement en fait à ce qui se passe. Ah ouais, constamment. En fait, c'est ça, c'est que quand tu commences à voir que des gens font autant de vues que toi, mais qui passe 30 minutes sur la vidéo alors que t'as passé 3 jours dessus, tu vois, c'est pas possible. Et donc au début, j'ai réussi en fait à gagner beaucoup de productivité avec ChatGPT, parce que quand même, je suis passé de vidéos qui prenaient 3 jours à faire à des vidéos qui prennent 3 matinées, et après à des vidéos qui prennent 2 matinées à une demi-journée. Mais même,
t'es pas compétitif par rapport à quelqu'un qui allume sa caméra et qui fait une vidéo en 30 minutes. Donc, en fait, et je pense que c'est bien, c'est que c'est l'éloquence naturelle qui va faire la différence et la capacité à partager des choses pertinentes à la volée. Surtout que c'est beaucoup moins disruptable que du contenu préparé, parce qu'en fait maintenant le contenu préparé, ça peut être préparé par une IA. Donc maintenant il faut être sur la balle et être compétent quand on est sur la balle. Ouais, et puis l'accumulation de tes années d'expérience, en fait, là, c'est le meilleur moyen si tu veux de les valoriser, quoi. Ouais, tout à fait. Si t'acceptes, Victor, on va passer à mon crible maintenant. C'est des questions un peu philosophiques sur la vie, tu vas voir. La première, c'est est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec dont tu pourrais me parler, qui est un peu ton échec favori, si je puis dire, parce qu'il t'a appris quelque chose, et je veux bien que tu nous parles justement de ce que tu en as tiré comme enseignement. Ouais, j'aurais rêvé d'aller à Sciences Po. C'était vraiment le truc qui me faisait rêver quand j'étais au collège, lycée. Et puis tu sais, quand j'allais à Paris, moi j'allais souvent au musée d'Orsay, j'aimais beaucoup ce coin, et tu vois que pas loin de ça t'as Sciences Po, tu te dis, tu vois les gens qui sortent de là, ils sont en costard et tout, ils sont bien coiffés, alors que toi t'es un peu un pouilleux de banlieue. Et je me disais, mais j'ai envie d'être comme ces gens, quoi. Et surtout tu vois tu connais le nom de leurs profs, parce que leurs profs sont des ministres, des trucs comme le séduisant Dominique Strauss-Kahn. Quand Ouais. j'y repense, tu vois, ça fait marrer. Et donc tu vois ce monde et tu te dis, j'ai envie d'en être. Et j'avais tellement pas le niveau, tu sais, de pouvoir passer un concours, me préparer pour pouvoir rentrer là-dedans. J'étais vraiment à des années-lumière d'être capable d'intégrer ce genre d'école. Et ça a été un peu dur pendant une période, tu sais, quand je me suis retrouvé à Paris et que j'ai fréquenté ces milieux-là, et je sentais toujours les gens, putain, eux ils sont à Sciences Po, qu'est-ce que ça doit être cool leur vie. Ah ouais, tiens là, je vais faire mon Erasmus à Shanghai ou je sais pas quoi. Tu te dis ouais, les gars ils sont bien. Et la leçon que j'en tire, c'est qu'en fait, la vie, c'est long. C'est que il y a des choses que tu peux, t'as l'impression que c'est l'échec de ta vie et que t'arriveras jamais à le rattraper. Mais la vie, c'est long. Il y a tellement moyen de se remettre à niveau et de dépasser le stade que tu aurais pu avoir si t'avais pris le chemin, la voie royale. Il y a toujours moyen de rebondir, de se réinventer. Donc ouais, ça c'est un gros échec, mais je suis assez content en fait d'avoir pris une autre voie. Surtout que maintenant c'est plus ringard. Tu vois, c'est la street cred de Sciences Po et l'ENA, tout ça, c'est moins ça. Clairement, c'est beaucoup plus cool d'être un YouTuber qui cartonne que d'être passé par Sciences Po. Surtout que franchement, pour avoir moi fait passer pas mal de concours, c'est quand même vachement une question de méthodologie. Et donc, si t'as les bons profs et que t'es dans les bons lycées, comme quoi c'est quand même beaucoup un truc aussi de milieu social malgré tout, c'est quand même nettement plus simple que si jamais tu dois réinventer la roue toi-même, quoi. Donc, c'est pas une question d'intelligence ou quoi, c'est une question sincèrement d'être au bon endroit aussi, hein. Là, je l'ai senti, j'étais loin de tout. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Je sais pas, je trouve que ça s'est bien goupillé. Honnêtement, ça s'est bien goupillé. C'est plus maintenant où je suis très attentif à pas me rentrer dans des logiques qui peuvent me desservir à long terme. Tu sais, il y a des choses où quand tu commences à avoir certaines parties de ton business qui réussissent, tu peux avoir tendance à te reposer sur tes lauriers ou à être moins attentif et à saper les choses qui t'ont fait grandir. Donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, mais j'essaie d'être très vigilant sur les choses qui peuvent mal tourner aujourd'hui. Je pense que t'as raison, pas parce que j'ai vu quoi que ce soit, mais parce que pour moi faire ça depuis 12 ans, la nécessité de se réinventer est perpétuelle. Et donc, comme tu disais, ce qui est terrible, c'est que dès que tu deviens machinal, c'est le début de la fin. Et donc, très très important de toujours être sur le qui-vive, ce qui est assez fatigant, mais c'est aussi ça qui est passionnant. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens physique, soit au sens métaphorique? Il y a plein de choses. J'adore j'adore la musique, musique française du début 20e, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Debussy, Ravel. C'est des choses qui me parlent parce que c'est de la musique qui est narrative, colorée. C'est des choses qui me parlent. J'aime beaucoup l'impressionnisme.
J'aime beaucoup les grands romans. Toutes les choses qui sont restées, qui ont été sélectionnées par l'histoire, c'est beau. Il faut les garder parce que ça a touché donc la culture classique, ça me plaît, les grands discours. Château de la Loire, je trouve que c'est dingue qu'on ait réussi à créer des choses comme ça. Donc tout le patrimoine, ça me plaît, moi, le patrimoine culturel, ça me touche en fait toutes les fois où les gens sont allés au-delà de l'utile. C'est-à-dire, c'est pas juste une baraque, quoi. C'est, on va faire un château et ça me parle. Et quand les gens, justement, cette espèce d'aspiration qu'ont les humains à partager de la beauté, ça me touche. Et j'aime bien ça et j'essaie de la reconnaître dans autant de domaines possibles. Merci. À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite? Un comportement, des choses que tu peux observer? Qu'est-ce qui t'irrite? Les gens qui relativent le beau. Ça m'agace beaucoup. Ça m'agace en fait parce que tu sais, l'humain est capable de tout rationaliser. Donc on peut tout à fait se dire une paire de chaussettes scotchées au mur, c'est beau, tu vois. Donc ça m'agace. C'est parce que je comprends tellement le délire qu'ils font. Tu sais, parce que quand t'as fait des études littéraires, une thèse, que t'as fréquenté vraiment les milieux intellectuels, t'as déjà ressenti des trucs comme ça. T'as déjà fait cet effort intellectuel de te forcer de trouver beau quelque chose qui était complètement con, mais en fait c'est une impasse. Faut pas faire ça. Faut pas renoncer. C'est trop facile en fait. C'est trop facile de donner une connerie à des intellectuels en leur disant trouvez ça beau parce qu'ils vont réussir. Il y a rien de plus facile que ça. Alors être capable de créer quelque chose de beau, sachant que quand tu essaies de créer quelque chose de beau, bah tu t'engages et c'est peut-être un peu plus naïf parce que vu qu'on est quand même une espèce maintenant qui commence à avoir tellement de couches de culture qu'on peut faire de l'ironie sur tout. Voilà, je pense qu'il faut respecter les gens qui essaient de renouveler des formes artistiques classiques et le snobisme m'agace. Très clair, j'aime beaucoup. Je te remercie parce que j'y avais pas pensé en ces termes, mais c'est vrai que créer du beau, ça nécessite souvent une certaine naïveté, en tout cas de se montrer vulnérable. Ouais. Et de l'assumer. Absolument. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui te parle particulièrement, peut-être que tu te répètes, qui t'a aidé à des moments dans ta vie où tu avais besoin de motivation, de discipline? Tu pourrais nous parler. Ne cite pas, devient citable. Ne cite pas, devient citable. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, justement, c'était à l'époque où je voyais beaucoup sur Instagram, tu sais, les colombes avec des citations inspirantes. Je me disais, mais arrêtez les gars, arrêtez de reproduire éternellement des pensées qui ont été produites par d'autres. Dites-vous, c'est moi qui vais créer mon effet waouh. Donc vous avez une idée, il y a une idée qui vous touche, poussez-vous à la formuler d'une manière où les autres auront envie de vous citer. Parce que ce que vous faites quand vous citez quelqu'un d'autre, vous êtes en train de dire ouais, il a été capable de formuler ça tellement mieux que moi que je m'incline. Respectez-vous, ne citez pas, devenez citable. J'aime beaucoup. Encore 2-3 questions. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? C'est-à-dire que globalement, tu constates que le monde autour de toi n'est pas d'accord. Alors ça pourrait être que la rhétorique n'est pas inutile, n'est pas vaine, évidemment, mais je veux bien qu'on essaye d'en avoir une autre. Ouais, je pense que c'est un truc du type ça va aller. Et ça, c'est hyper controversé hein, quand tu te manges dans un environnement médiatique, guerre, apocalypse climatique, guerre de religion, guerre civile, etc. Je pense que le ça va aller, c'est quelque chose qui est sous-coté. Et en plus, il y a des choses qui permettent de le soutenir. Hein. Si tu dézoomes un petit peu, on arrive à faire des choses, on arrive à progresser technologiquement, on arrive à progresser économiquement, on est en train de vivre une nouvelle révolution avec l'intelligence artificielle, enfin voilà, ça va aller. Donc s'il y a plus de gens qui se disent ça, bah ça va faire une prophétie autoréalisatrice, mais je la trouve vachement plus sympa que la prophétie autoréalisatrice du type ça va être la fin du monde. Ouais, et puis j'aime bien l'idée de dézoomer, en fait. C'est vrai que quand tu mets de la perspective et que tu vois ça à l'échelle de génération, bah, en fait, c'est peut-être controversé de le dire, mais on n'a jamais aussi bien vécu, quand même, malgré tout. Et les gens ont quand même un petit peu tendance à l'oublier. 2 questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, dont tu pourrais nous parler?
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Qu'est-ce que je peux donner ici? Il y a beaucoup de choses autour de peut-être autour du libéralisme. Le libéralisme, tu sais, comme courant de pensée et comme doctrine économique. Là, pour le coup, j'ai vraiment changé parce que je suis parti de c'est le mal absolu à ça va nous sauver. Donc là-dessus, j'ai quand même pas mal changé de point de vue. Et non, t'es en Suisse ou t'es en France? Ouais, moi je suis en Suisse, oui. Donc ça te parlera peut-être un peu moins, mais en Mais, France, non, mais j'ai vécu en France toute ma vie quasiment. Je suis en Suisse depuis 2-3 ans. Qui est un pays t'as très l'impression que libéral ça par ailleurs. n'existe pas en France, le libéralisme, que t'as juste différentes gammes d'étatisme, et qu'en fait les gens ne parlent que des sujets de société. La différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est que t'en as un qui veut taper sur les étrangers, l'autre taper sur les riches. Mais c'est toujours l'idée, l'État va te protéger. Et donc pour moi, le libéralisme, c'est quelque chose qui est sympa parce que vu que tu te focalises sur ta réussite individuelle, t'as beaucoup moins besoin d'être de juger les autres, de critiquer les autres choix que les tiens. Et je trouve que en termes d'utopie, le libéralisme, c'est assez sympa parce que c'est autour de cette idée, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller plus haut, on peut toujours se développer si on nous lâche les baskets et qu'on nous laisse un peu plus libre. Donc avant, effectivement, je me le représentais comme le mal absolu, et très difficile en fait de savoir si c'est parce que je suis devenu libéral que j'ai réussi, ou c'est parce que j'ai réussi que je deviens libéral. Mais je pense que il y a les deux. Dernière question pour toi. Je pense qu'elle va te parler en tant que littéraire. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé justement ta manière de réfléchir, qui t'ont transformé, dont tu pourrais nous parler? Et les classiques sont tous bien, hein. Vraiment. Les classiques sont bien. Si c'est resté, c'est que c'est bien. Donc il faut les lire. Il faut lire Balzac, il faut lire Zola, il faut lire Victor Hugo, il faut lire Maupassant. Puis même aller dans les autres types de formes littéraires. Edgar Poe, c'est vachement bien pour apprendre le suspense. Et aujourd'hui, je suis pas mal dans les polars. Je regarde les nouveaux. Il y en a qui sont vachement bien. Il y en a un qui s'appelle Je suis Pilgrim, qui est impressionnant de narration et de complexité. Et si vous voulez un polar, quelque chose qui mêle polar et rhétorique, il faut lire Imperium. C'est vachement bien sur l'ascension de Cicéron. D'accord. Et c'est Robert Harris qui a écrit ça, super bien. Ça va être à la fois intéressant parce que ça rentre dans la théorie rhétorique, mais c'est vraiment sur comment Cicéron, c'est pas un aristocrate, c'est pas un noble, c'était juste un avocat. Et comment il a réussi à se hisser aux plus hautes fonctions parce qu'il a défié dans des procès les plus grands de Rome. Donc c'est à la fois un thriller, un polar, et lisez ça. En termes de classiques, tu pourrais nous donner 2-3 bouquins qui t'ont particulièrement marqué. Tu parlais de Balzac, Zola. Moi, j'aime bien L'Idiot de Dostoïevski. C'est en termes de classique, je trouve ça très bien parce que tu comprends pas pourquoi il est idiot. C'est ça qui est assez drôle, c'est que autant les romans français, ils sont vraiment psychologiques, où on va beaucoup te détailler la psychologie du personnage, autant dans les romans russes, c'est souvent saisi de l'extérieur. C'est-à-dire que tu dois essayer de te faire une idée de ce que le gars a dans la tête de par les réactions des gens qui sont autour. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que tu lis le livre et tu te dis mais non, mais en fait le gars il est gentil, il est pas idiot. Et c'est assez intéressant comme lecture. Victor, un grand merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions les plus farfelues. Si jamais les personnes qui nous écoutent veulent te suivre, donc ils vont sur YouTube. T'es sur Insta aussi, si je me trompe pas, Instagram? Ouais, mais j'ai beaucoup de mal avec avec ce média. Donc, si vous voulez me suivre, il faut suivre ma chaîne YouTube, c'est le mieux. Et pas présent sur LinkedIn pour le coup, si je me trompe pas. Si, je suis sur LinkedIn. Si, d'accord. Mais c'est pareil en fait. LinkedIn, j'aime quand même assez bien parce que la forme écrite me parle. Mais oui, tout à fait, je suis sur LinkedIn. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner en quelques mots des détails quand même sur ton livre dont on a peu parlé, t'en as parlé rapidement en filigrane, mais pour les personnes qui nous écoutent, j'en parlerai en introduction, mais qui pourraient être intéressées à l'idée de poursuivre la conversation à distance avec toi.
Ben, il vaut la peine parce que ça va vraiment vous emmener dans toutes les étapes de ce qui fera de vous un grand orateur. On part de l'invention, donc comment on produit des idées plus originales et aussi ce dont on a parlé. Comment on s'assure de pas être une feuille qui va voguer au gré du vent des tendances et construire une image désastreuse sur le long terme. Donc on prend vraiment le temps dans ce livre de s'assurer que vous avez une pensée structurée, des principes et des choses à partager. Ensuite, il y a le travail sur comment on change les idées en des discours qui ont des impacts. Donc on travaille sur les bons plans de discours et sur le style. Donc comment est-ce qu'on est capable de rendre certaines de nos idées mémorables et remarquables. Et il y a une partie sur la persuasion. Donc c'est une fois qu'on a été capable de passer notre message dans une forme efficace, comment est-ce qu'on convertit en étant capable d'appuyer sur les bons boutons. Disponible dans toutes les librairies et puis sur internet bien sûr également. Même sur Amazon vous allez le trouver, ouais. Incroyable, je mettrai le lien. Victor, un grand merci. J'espère de tout cœur que tu vas réussir, mais j'en suis sûre, je n'ai pas de doute, à continuer à nous émerveiller et puis à te renouveler sur ta chaîne YouTube et sur tes différents médias. C'est très inspirant. Moi, je te suis depuis un moment et donc j'étais particulièrement ravie d'avoir cette interview. Merci à toi d'avoir accepté. Merci Pauline. Au revoir à tous.